L'océan Indien est fidèle à sa réputation, les dépressions se succèdent, le froid est glacial, la mer tout simplement démontée. Sur cet océan impitoyable, les skippers vont cependant vite, très vite. Les temps de référence tombent. Entre Bonne-Espérance et le cap Lewin, 2 jours de gagné. Un gain de vitesse de 20%, mais aussi des fortunes de mer, encore et toujours. Mât brisé, jambes cassées, cette 5e semaine de course a été sans concession aucune. Mer grosse, à bord de Safran. L'Indien s'est énervé. Une dépression est en train de nous passer à actuellement 42 nœuds de vent et vraiment une mer très forte. Donc sous voilure réduite. Il fait 4 degrés dehors. La mer elle est à 4 degrés aussi. J'ai vu un iceberg hier. Et là, je honte parce qu'il fait trop froid dehors. Bonjour, sur Great American 3, nous avons 2 tempêtes dans les derniers 2 jours, entre aussi 2 degrés. Au plus fort de la tempête, l'ambiance tient souvent de la survie. À l'arrière comme à l'avant, on fait le dos rond mais les vitesses restent élevées. 15, 16, 17 nœuds de moyenne, avec une incessante bataille de chiffonniers au sein du classement. Et puis l'irrationnel s'en mêle. En ce 36e jour de course, la victime se nomme cette fois Jean-Pierre Dick, impeccable leader depuis plus de 8 jours. Un choc avec un objet flottant non identifié, et voilà Paprec Dirbach 2 profondément blessé. Sur un Safran au lieu de 2, Jean-Pierre sort pour un temps du match. Je vais remonter un peu nord vers les mers un peu plus clémentes parce qu'ici il y a trop de vagues pour réparer. J'essaie de recoller ce Safran à l'arrière de mon bateau. C'est dur d'admettre ça. Mais le pire, c'est Bernard Stamm qui l'a vécu. Le refuge espéré s'est transformé en piège redoutable. Dans la baie du Morbihan, au Kerguelen, où il comptait faire escale pour réparer ses safrans, son cheminée Poujoula a été sévèrement drossé à la côte. L'île de la désolation n'a jamais aussi bien porté son nom. Il y avait beaucoup de vent. On a loupé le corps mort. Du coup, on s'est fait, le bateau s'est fait amener jusqu'à la côte. Il y a le côté gauche éventré. C'est sur le pont du Marion Dufresne, bâtiment des terres australes et antarctiques françaises, que le bateau va achever ce Vendée Globe qui n'aura jamais souri à Bernard. Nouveau coup du sort le mardi 16 décembre, 37e jour de course. Vers 6h du matin, c'était au tour de Mike Golding de perdre son mât. Mike était en tête, cela pour la toute première fois. Son leadership n'aura duré que quelques heures. Je venais juste de renvoyer le Reacher, j'étais réveillé, en bas, en train de surveiller les instruments quand le vent est remonté à plus de 50 nœuds. À peine arrivé sur le pont, j'ai entendu un grand bang. Le mât venait de tomber. Dans le même temps, Jean-Baptiste de Gentil décide de mettre le cap vers Port-Elizabeth, niché à la pointe de l'Afrique du Sud. Pilote en vrac, drisse de grande voile qui ne cesse de s'user, c'en est trop pour le Benjamin de la course, obligé de jeter l'éponge. Le bateau a fait pas mal de vrac, il s'est mis dans des positions un peu dangereuses à la fois pour le matériel et pour moi. J'arrive pas à régler ça pour que ça le passe quoi. Je veux pas foncer tête baissée en disant ça va le faire et puis le jour où ça le fait pas, ça le fait vraiment plus et j'ai pas envie d'en arriver là quoi. Amertume pour les uns, bonheur pour d'autres. Il l'en rêvait, il l'a fait. Le revenant Michel Desjoyaux devient le 26e leader depuis le départ. Pour fêter cela, le nouveau chef d'orchestre s'est tout simplement offert une journée à 466 000, soit plus de 19 nœuds de moyenne. C'était un peu rousse en fin de nuit quand la mer a commencé à se lever. Tout le début de la période à 20 nœuds de moyenne, ça se passait très bien. Le bateau glissait vraiment bien et c'est seulement sur la fin quand c'est monté au-delà de 40. À partir de 38 nœuds, en fait, où on a commencé à avoir de la mer et où là, ça commençait à être un peu plus dur. Du coup, j'ai réduit à ce moment-là pour pas faire n'importe quoi non plus. Ouais, une belle vague là. Putain. Ça a des potes, hein. Wouh. Ah, un albatros. Les passages de front se succèdent, un coup 50 nœuds de vent, quelques heures plus tard seulement 30. Alors ça manœuvre sec à bord, comme ici sur Roxy. Samantha Davis prend un riz dans sa grande voile, soit 10 bonnes minutes d'effort.
Trop de toiles, pas assez de toiles, pas facile d'avoir la bonne réponse. Il faut à la fois aller vite et à la fois il faut arriver, quoi. C'est toujours le problématique, donc c'est en permanence en train de se poser la question, si tu veux, est-ce que je vais trop loin, est-ce que ceci, est-ce que cela, quoi. Une demi-journée après son dématage, Mike Golding a installé son gréement de fortune. Il se dirige comme Loïc Perron vers l'Australie, laissant les 19 concurrents encore en course poursuivre leur marche en avant. Au sein du classement, des coupes se sont formées alors que la longitude du Cap Lewin a été franchie. Roland Jourdain colle aux bases de Michel Desjoyaux, Jean Lecam et Sébastien Josse se prennent et se reprennent la 3e place. Armel Lecléache et Vincent Rioux jouent eux aussi des coudes, avec un joli morceau de chance pour ce dernier. PRB est sorti complètement intact d'un choc avec un growler. J'ai aperçu un growler d'une bonne dizaine de mètres de long et 1 mètre de haut à peu près, qui flottait. Le bateau était arrêté, couché sur l'eau. C'est étonnant parce que c'est la première fois que je vois un morceau de glace si près du bateau. Oh la vache, pas facile, la descente est beaucoup plus dure que la montée. Coup dur pour Marc Guillemot, obligé de monter dans son mât. Un bout du rail de grande voile s'est arraché, alors il fait l'acrobate à plus de 15 mètres au-dessus des flots pour visualiser les dégâts. Pour réparer, il va devoir trouver un coin tranquille. Soit je fais avec un vent très mou, soit je m'abrite dans une baie en passant à côté d'une île, ce qui va être le cas d'ici 2-3 jours. Enfin plus, d'ici 4-5 jours. Voilà. La réparation passera en arrière-plan. Son objectif va changer du tout au tout sur un simple coup de fil. La direction de course vient de lui demander de mettre cap au nord. Sa mission, rallier au plus vite la position de Generali. Yann Eliès vient de se casser le fémur. Il était en train de manœuvrer à l'avant sur le balcon avant. Le bateau a planté, donc le bateau s'est arrêté violemment dans une vague. Et le reste du corps est parti en avant et la jambe est restée. Après il s'est traîné comme il a pu, c'est-à-dire vraiment à la force des bras jusque dans le cockpit. Après il s'est laissé tomber à l'intérieur du bateau. Et depuis, il est dans cette position-là. Complice de Yann depuis de nombreuses années, Erwan Steff a été le premier à apprendre l'infortune de son ami. Il est 10h en ce jeudi 18 décembre. Aussitôt, les secours s'organisent. Pour le récupérer, c'est vrai qu'il faut dépêcher un bateau, éventuellement avec un hélicoptère pour gagner encore un peu de temps. Sinon, y a Marc Guillemot qui déjà s'est dérouté, donc qui va apporter un soutien moral. Je pense qu'il sera important pour Yann de se sentir un peu épaulé. C'est à 18h qu'une frégate de la Marine nationale australienne appareille pour rejoindre Generali, située à 800 milles. Elle devrait mettre 48 heures pour rejoindre la zone. Il a mal et il essaie de choper ses médicaments pour diminuer ce mal. Mais pour l'instant, il s'est mis en sécurité à l'intérieur de son bateau. Donc il regroupe toutes ses affaires et il a beaucoup de mal à bouger, voire impossible. Donc il essaye de faire le moins de mouvements possible et il subit et il attend avec grande impatience les secours. Vincent Rioux, Armel Lecléache ont eux aussi proposé de participer au secours. Mais le chemin à rebrousser est beaucoup trop long. La course pour eux continue, avec Michel Desjoyaux toujours en chef de file. La bonne nouvelle vient du bateau bleu de Jean-Pierre Dick. 4 jours pleins se sont écoulés depuis son avarie, mais il réintègre néanmoins la course à plus de 800 milles du leader. Je suis forcément fatigué là. Hier, il y avait du stress, parce que j'allais arriver à remettre les pièces. Ça a été une vraie expédition pour remettre la cassette dans sa partie femelle. Notamment, j'ai utilisé des drisses, ça a été vraiment il y avait des bouts de partout dans le cockpit, c'était une sacrée expérience. 24 heures après l'accident du skipper de Generali, une excellente nouvelle tombe. Yann Eliès a réussi à bouger. Il a pu s'alimenter et surtout avaler des médicaments antidouleurs, jusque-là hors de sa portée. Encore une journée d'attente et la frégate sera là. Marc Guillemot est là pour le réconforter et joue à la perfection son rôle de chien de berger. Quand je suis passé derrière, j'ai pu lui redonner plus le crier dessus. J'ai vu ses mains s'agiter, j'ai vu l'ombre de sa tête à l'intérieur de l'habitacle. Et il m'a aperçu aussi, j'étais sur le pont et c'était un moment très fort. Et tout de suite après, il m'a appelé en VHF et je crois que c'était d'un très grand réconfort pour lui et mine de rien pour moi aussi. Une fois le sauvetage du skipper de Generali effectué par la Marine nationale australienne, Marc pourra reprendre sa marche en avant, tout comme Sam Davis sur Roxy. Elle aussi fait route vers Yann Eliès. Il y a 35 et 42 et je suis en route pour déjouer avec Yann et Marco. Roxy avance vite. Marc et Sam seront bien sûr indemnisés du temps perdu par l'opération de sauvetage. Un jury international va statuer.
On prend en compte dans ces cas-là le temps que le concurrent a utilisé pour se dérouter, porter assistance à la personne en danger, et puis ce qu'ont fait les autres membres de la course, c'est-à-dire à quelle vitesse ils ont évolué, dans quelle direction, quelles étaient les conditions météo, quelles sont les perspectives d'évolution qu'on peut appliquer. Est-ce que dans ces conditions météo-là, Sam Davis serait allé très vite? Qu'aurait fait Marc Guillemot, etc. C'est une analyse assez savante qui est faite, qui prend un petit peu de temps. Devant, comme toujours, cela ne traîne pas. Les deux premiers, Michel Desjoyaux et Roland Jourdain, ont encore été les plus rapides. Ils vont entrer dans le Pacifique dans les prochaines heures. Sébastien Josse, troisième, est à plus de 140 000. Avec Vincent Rioux, il témoigne si besoin était de la violence des chocs. Ça fait froid dans le dos, hein. C'est sûr que c'est des bateaux très raides, ils sont entièrement en carbone. Donc quand l'onde part de l'étrave, ou même quand le bateau il s'arrête à 25 nœuds dans une vague, quand on dit qu'on s'arrête, c'est pas qu'une image. La nuit avant que Yann ait son accident, moi je sais que j'ai retourné et je dormais à la table à cartes et j'ai terminé, allongé sur ma manette mais allongé sur la table à cartes. Donc faut dire la violence un peu des chocs et puis des décélérations qu'il peut y avoir sur les bateaux. Au la Tasmanie, on espère tous que Yann Eliès va s'en tirer. Nickel. Merci à la marine australienne pour venir l'aider. Et ça va le faire. Bien calé en tête de la flotte, Michel Desjoyaux était sûr du succès de l'opération. Il avait bien raison. En moins d'une heure de temps, la marine australienne avait fait son devoir, sous l'œil d'un fin connaisseur. L'embarcation avec 3 personnes à bord est autour du bateau. Ils ont vraiment fait une très belle manœuvre et pour mettre leur bateau à l'eau et pour accoster le bateau de Yann. Évacué sur une civière, immédiatement soigné à bord de la frégate, Yann Eliès retrouvera la terre ferme dans la matinée du lundi 22 décembre. Mia, I have to keep on to go to France now. Pour Marc, pour Sam, la course a repris tous ses droits. En cette 5e semaine de mer, l'élastique n'a fait que se tendre entre les 18 skippers encore en course. Milieu ou fin de l'Indien pour certains, entame de la traversée du Pacifique pour les premiers, tous sont logés à l'enseigne du Grand Sud malgré les distances. 4000 milles séparent le dernier, l'Autrichien Norbert Sedlacek du premier Michel Desjoyaux. Pour terminer, une pensée pour Loïc Perron, Dominique Vavre, Mike Golding et Jean-Baptiste de Gentil. Ils rejoignent tant bien que mal la terre ferme sur leur bateau handicapé. Ils passeront eux aussi Noël et le Nouvel An en solitaire.